La team, tous les Français ne sont pas contents. Ils sont en colère contre Emmanuel Macron. La sortie qu'il a fait contre la Russie est vraiment en train de se retourner contre lui. Emmanuel Macron n'a pas foutu que des gaffes chez nous en Afrique. Il fout des gaffes même chez lui en France. C'est-à-dire, ses propres concitoyens sont pour la plupart du temps contre Emmanuel Macron. J'ai envie de vous dire que avant même la dernière élection qu'il a remportée, le peuple français avait déjà manifesté durant près de 3 ans sans s'arrêter avec des gilets jaunes. Les Français avaient parlé, ils avaient promis le pire pour Emmanuel Macron, ils avaient tout dit. Mais à l'élection présidentielle, la grande majorité française a encore voté Emmanuel Macron. Est-ce qu'on va dire qu'en France aussi, on triche les élections comme en Afrique, au point où aujourd'hui on peut marmailler les résultats? Non, c'est parce que la grande majorité soutient ce que Emmanuel Macron fait, que ce soit en Afrique ou que ce soit en Russie. Même si Emmanuel Macron repartait encore aux élections aujourd'hui et devait être aujourd'hui face à Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'Emmanuel Macron gagnera encore les élections face à ces gens-là. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas venir ici s'offusquer par rapport à celui qu'on a reconduit. Parce que vous avez eu le choix de mettre Marine Le Pen là-bas, ou Jean-Luc Mélenchon là-bas, ou un autre opposant. Mais vous avez choisi Emmanuel Macron. Maintenant que Vladimir Poutine a répondu. Vladimir Poutine a répondu à Emmanuel Macron en disant hey, tu nous promets la guerre. Mais nous aussi, de notre côté, nous avons aussi les armes nucléaires. Et donc nous pouvons atteindre ton pays. Nous pouvons atteindre tous les pays qui veulent s'en prendre à nous. Donc fais gaffe sur ce que tu dis. Fais attention aux menaces que tu profères contre nous. Parce que Emmanuel Macron, c'est plus grand que les grands. Il a dit qu'il fallait attaquer maintenant militairement Vladimir Poutine et la Russie. Qu'il fallait envoyer les militaires en Ukraine pour combattre aux côtés de l'Ukraine. Voilà ce qu'il a dit. Et pour Vladimir Poutine, ce n'est pas... C'est-à-dire, ce n'est juste pas des mots comme ça à prendre à la légère. Pour Vladimir Poutine, c'est quelque chose à prendre au sérieux parce que derrière, il y a déjà des préparations pour ça. Mais ce que je veux dire ici pour attirer votre attention, c'est que Emmanuel Macron dit qu'il est temps d'assumer que nous envoyons des militaires et des armes pour aider l'Ukraine. Il est temps d'assumer. Bon, s'il dit qu'il est temps d'assumer, ça veut dire que derrière, ils le font déjà. Seulement en catimini, mais sans assumer. Mais maintenant, il est temps d'assumer, de ne plus se cacher. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, que ce soit l'Allemagne, que ce soit les Américains, tous ceux qui sortent là, ils disent à Emmanuel Macron, non, tu ne peux pas le dire. Ils le font déjà en soum-soum, ils le font déjà en catimini. Ils font déjà ce que Emmanuel Macron dit à l'heure où nous parlons. Mais seulement comme ils n'assument pas, parce qu'ils savent que assumer, c'est comme déclarer la guerre à Mondovision, à Vladimir Poutine, alors ils le font en back-back. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron, le seul courageux, qui prend donc position et dit il faut qu'on aille véritablement affronter avec nos militaires sur le terrain pour aider l'Ukraine. Sinon, après l'Ukraine, ça sera beaucoup d'autres pays ici parmi nous. C'est lui qui le dit. Mais comme il prend le courage pour le dire, il a aussi le grand Vladimir Poutine qui est là, qui répond en retour. Macron doit redescendre sur terre et il doit savoir que jusqu'à ce que la terre finisse, la France ne peut pas gagner la Russie en termes de guerre. Même pas les États-Unis d'Amérique ne peuvent gagner. J'ai toujours dit que les pays qui ont les armes nucléaires comme la Russie, avec son niveau d'armement à l'heure actuelle, soit elle gagne, soit tout le monde paye. C'est comme ça. Ces grandes puissances ne peuvent pas perdre la guerre. Soit elles gagnent, soit tout le monde paye. Mais elles seules ne perdent pas pour que vous restez vivre tranquillement. Ce n'est pas possible. La team, écoutons ici toutes les vidéos des Français qui se plaignent et qui sont en train de jazzer Emmanuel Macron. Oui, il fallait qu'on fasse un tour du côté de l'Occident. Écoutons. Monsieur le Premier ministre, hier, le chef de l'État, lors de la conférence de soutien à l'Ukraine, organisée dans l'urgence, a annoncé au débotté que l'envoi de troupes en Ukraine n'est pas exclu et qu'il serait mis en place une coalition de missiles à longue portée visant à frapper la Russie dans la profondeur. Cette déclaration improvisée, prononcée avec légèreté, comme si son auteur n'en mesurait pas toute la portée, sonne comme une fuite en avant militariste totalement irresponsable. Depuis 2 ans, les députés du groupe GDR dénoncent sans ambiguïté l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie
et en appelle à déployer des moyens diplomatiques pour trouver une solution pacifique. Après plus de 700 jours de guerre, l'évolution de la situation montre qu'en dépit de l'aide militaire fournie à l'Ukraine, l'escalade de la guerre n'a apporté de réponse ni à l'aspiration des Ukrainiens à vivre libres en sécurité, ni à la nécessité de rétablir la paix dans cette partie de l'Europe. Pire, les risques d'engrenage et de généralisation du conflit sont plus importants que jamais. Après certaines déclarations britanniques et allemandes qui nous demandent de nous préparer à une guerre européenne à brève échéance, après la signature d'un accord militaire entre la France et l'Ukraine, lourd de conséquences, nous ne pouvons que nous inquiéter face à cette déclaration belliciste du président qui nous entraîne dans une escalade guerrière dangereuse pour le continent. À rebours des va-t-en-guerre, nous exigeons que la France prenne en responsabilité la tête en Europe d'une coalition pour la paix, une coalition pour la paix sous l'égide des Nations Unies. Pourquoi, Monsieur le Premier ministre? Pourquoi ne pas proposer cette voie pour mettre fin à cette guerre? Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Chassaigne. La première mobilisation du Président de la République, s'agissant de l'agression de l'Ukraine par la Russie, et chacun s'en souvient, c'était d'abord une mobilisation diplomatique pour chercher à convaincre Vladimir Poutine de renoncer à ses plans. Il s'est rendu sur place, d'autres chefs d'État européens aussi. L'Union européenne elle-même, à l'initiative de la France et d'autres pays, est intervenue. Malheureusement, la Russie a attaqué l'Ukraine. Vous dites qu'après 2 ans de conflit, après que les pays européens et d'autres alliés aient soutenu l'Ukraine militairement pour tenir, les Ukrainiens ne vivent toujours pas en sécurité et en paix. C'est un fait. Mais ce qui est certain, c'est que si nous n'avions pas soutenu les Ukrainiens depuis 2 ans, probablement qu'ils n'auraient pas pu tenir et qu'ils ne vivraient pas du tout ni en sécurité, ni en paix, ni librement, puisque la Russie aurait pris le contrôle de cet État souverain et de cette démocratie. Parce que c'est aussi ça qui se joue, finalement. Ce qui se joue, c'est la volonté d'un État autoritaire de faire entrer dans nos esprits que la démocratie rimerait avec faiblesse, que l'État de droit rimerait avec indécision. En nous battant pour soutenir les Ukrainiens face à l'agresseur russe, nous nous battons aussi pour défendre nos valeurs, notre modèle démocratique et l'État de droit. Et vous l'avez dit vous-même, Monsieur Chassaigne, vous avez rappelé les déclarations, notamment de responsables politiques allemands et britanniques, sur les craintes qui sont les leurs. Je rappelais tout à l'heure le choix qui a été fait par la Suède, la Finlande, de rejoindre l'OTAN, alors même qu'elles l'ont toujours refusé au départ. C'est bien parce que chacun est convaincu que derrière l'Ukraine, c'est nous. Et que si nous acceptons que la Russie prenne le contrôle de l'Ukraine, demain, ça pourrait être des pays membres de l'Union européenne et peut-être nous. Moi, je le dis, je n'ai pas envie que ma génération et celles qui suivront grandissent avec l'idée que la loi du plus fort peut à nouveau s'appliquer en géopolitique sur la planète. Moi, je n'ai pas envie que ma génération et les générations ultérieures se disent qu'un État autoritaire peut prendre le contrôle d'un État démocratique par la force et par les armes. Et donc, je le dis, non seulement j'assume, mais je suis fier que la France ait un président de la République qui, depuis le début de cette guerre, a cru dans la capacité des Ukrainiens à résister, ce qui n'était pas le cas dans l'ensemble du spectre politique français. À l'époque, il faut s'en souvenir, on entendait d'éminents responsables politiques nous expliquer que l'armée ukrainienne ne tiendrait pas quelques semaines ou quelques mois. Nous avons cru en eux, le président de la République a cru en eux, nous les avons soutenus. 2 ans après, la guerre est toujours là, mais 2 ans après, les Ukrainiens sont toujours debout. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Bonjour à tous. Emmanuel Macron est largement humilié après ces annonces sur l'envoi de troupes en Ukraine, puisque énormément de pays ont traité ça de manière très brutale, en refusant. On va voir ça en détail. Mais est-ce que vraiment ces motivations sont simplement internes? Faire oublier la colère agricole, écraser les élections européennes, voir ce qui pourrait se passer s'il obtenait l'annulation de l'élection présidentielle. Est-ce qu'il y a vraiment que ça, ou est-ce qu'il n'aurait pas craché le morceau
Parce que vous allez voir, il y a des déclarations à l'étranger qui laissent penser que son histoire de troupes au sol sont tort, mais à mon avis assumé, parce qu'il aime bien être humilié, parce qu'il voulait surtout la lumière du premier qui allait l'annoncer, par orgueil. Ces propos sont peut-être pas en fait totalement déconnectés de la réalité, de ce qui est en train de se préparer. On va voir pourquoi. Donc je pense qu'il ne faut pas balayer d'un revers de main. Je pense qu'il est humilié, mais qu'en même temps il a craché le morceau. Et qu'ils l'ont choisi lui pour être ce poisson pilote, faire ce ballon d'essai, parce qu'il savait qu'il aimait bien être humilié et qu'il cherchait la lumière quoi qu'il en coûte, par orgueil. On va voir tout ça dans cette vidéo. On va parler aussi du vote qui va arriver normalement sur l'accord de sécurité entre la France et l'Ukraine, une annonce. Et puis on va creuser ça dans le détail. On se bat pour la paix. Malgré tout, les propos sont inquiétants. Il y a, quoi qu'il arrive, l'envoi de missiles longue portée à Kiev. Ça, c'est confirmé. Et c'est un signe de co-belligérance aussi. Alors on se réunit pour un grand rassemblement pour la paix. On l'organise ce samedi-là, 2 mars. À Paris, 15h, Champ de Mars, place Jacques Rueff. Il y aura beaucoup de personnalités de la paix qui viendront prendre la parole. Ça va être un très grand moment. Il faut être là très, très nombreux. Il y a déjà des gens, je sais, qui s'organisent en covoiturage. C'est ouvert à tous. Soyez là, ce samedi 2 mars, 15h, Paris, Champ de Mars, place Jacques Rueff, pour la paix. On parlera évidemment de l'OTAN, on parlera de Macron, on parlera de l'article 35-68, etc. aussi, bien évidemment. Nos rendez-vous, mercredi 6 mars, je suis dans le Jura à Lons-le-Saunier. Merci de vous inscrire par un petit lien, réunion publique sous la vidéo en description. Et toujours notre pétition nationale pour la paix et pour bloquer Macron sur la guerre. Elle est assignée à relayer, elle est en lien également sous la vidéo en description. Et merci de vous abonner à cette chaîne YouTube. Un petit clic en dessous de t'abonner, c'est fait. Ou réabonner si YouTube vous a désabonné. C'est un clic, c'est gratuit et ça va aider énormément la diffusion, à la viralité de ces vidéos qui vont toucher, grâce à votre abonnement à la chaîne, de nouvelles personnes qui vont nous découvrir. Il faut se battre avec nous. Tous les liens pour adhérer ou faire un don de soutien au mouvement sont sous la vidéo en description ou sur les-patriotes.fr dans les rubriques faciles à trouver. Mais j'y reviens en fin de vidéo. On ne peut pas y arriver seul. On y va. Macron humilié, clairement. Hein. Mais Macron est régulièrement humilié. Il semble y prendre un certain plaisir. A-t-il, par orgueil maladif, accepté d'assumer ce rôle de poisson pilote de l'OTAN, de l'État profond, pour tester dans l'opinion publique cette idée d'envoyer des troupes à l'Ukraine? C'est son opinion. Et vous allez voir qu'elle est partagée par d'autres. Je pense que ce n'est pas qu'un coup de folie de Macron, ou du cynisme interne français. Je pense que il y a ça, mais il n'y a pas que ça. D'abord, il est humilié le lendemain de son annonce. Le Monde, dans un grand article du 27 février, a fait un peu le point sur toutes les déclarations. Alors, évidemment, Kiev a dit c'est bon signe, la déclaration de Macron, ils soutiennent. Évidemment, mais le reste. Même l'OTAN déclare, selon un responsable de l'Alliance, je cite, l'OTAN n'a aucun projet d'envoi de troupes de combat en Ukraine. Les États-Unis ont dit dans la soirée, Maison Blanche, les États-Unis n'enverront pas de troupes. L'Allemagne, par la voix du chancelier Scholz, je cite, il n'y aura pas de troupes terrestres, ni de soldats sur le sol ukrainien, envoyés par les États européens ou par les États de l'OTAN. Le Royaume-Uni, alors déjà c'est moins clair, vous allez voir le Royaume-Uni. Pas de déploiement à grande échelle. Donc il semblerait qu'à petite échelle ce soit possible. Là c'est déjà moins clair. Espagne, le gouvernement a dit qu'il n'était pas d'accord avec Macron. L'Autriche, le chancelier autrichien Karl Nehammer a dit qu'il n'y avait pas de consensus, ajoutant « C'est assez étonnant de créer ainsi un débat dont nous n'avons pas vraiment besoin ». En Pologne, Donald Tusk déclare « La Pologne n'envisage pas d'envoyer des troupes au sol ». Mais vous allez voir qu'en fait, en sous-main, la Pologne dit pas la même chose. Première alerte. La Slovaquie. Alors, il y a maintenant un nouveau Premier ministre, Robert Fico, qui est anti-OTAN. Et lui, il a confirmé aucune arme et aucun soldat pour l'Ukraine. Mais il ajoute ceci. Plusieurs États membres de l'OTAN, c'est dans l'article du Monde, plusieurs États membres de l'OTAN et de l'Union européenne envisagent effectivement d'envoyer leurs soldats sur le territoire de l'Ukraine. Et vous allez voir que du côté de la Pologne et des États baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, on semble y réfléchir en réalité en sous-main sans le dire. Le Monde aussi, le 27 février, parle de ces déclarations, je vais vous les citer. À l'heure où l'aide américaine est bloquée par les élus proches de Donald Trump, certains États en première ligne face à la Russie, dont les pays baltes et la Pologne, plaident discrètement, je cite, pour examiner toutes les options possibles, discrètement.
Il faut toutes les préparer. C'est une décision très importante qui doit être collective. Il faut avoir du temps pour organiser ce genre d'intervention au sol de manière progressive. Par exemple, cela peut d'abord passer par la réparation de matériel militaire sur le territoire ukrainien et des experts occidentaux, explique une source diplomatique européenne. Voilà, comme s'il y avait une espèce de volonté d'y aller progressivement, crescendo. Et avec des dénégations publiques très fortes, qui sont humiliantes. Je vous les ai lues, pour Macron, c'est humiliant. Mais ça semble être un peu le théâtre de façade. Et derrière, ça semble quand même y réfléchir. N'oubliez pas que les mêmes pays, d'ailleurs, avaient déclaré qu'ils n'enverraient pas de chars, puis pas d'avions, etc. Attention, puis pas de missiles longue portée. Justement, sur les missiles, là, ça se fait vraiment. Je cite, la création d'une coalition consacrée à la livraison de missiles de moyenne et longue portée. Ça, c'est décidé. Alors, ce qui pose aussi problème, c'est que les autorités gouvernementales françaises macronistes ont confirmé dans la journée du 27 février les déclarations de Macron. Que ce soit le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné, c'est repris dans une dépêche AFP ce 27 février, qui a des propos délirants. Écoutez, je cite Séjourné. Des troupes occidentales en Ukraine, leur présence ne ferait pas franchir le seuil de belligérance, assure Paris. Ah bon ? Le ministre est en train de dire, si on envoie des troupes, ça ne fait pas franchir le seuil de belligérance. Bien sûr que si. Et il a récidivé la même journée devant l'Assemblée nationale, il déclare « Les Occidentaux devraient envisager de nouvelles actions de soutien à l'Ukraine », et je vais vous citer la dépêche AFP. Le président de la République l'a dit hier, nous devons maintenir notre soutien à l'Ukraine dans la durée, a répondu de son côté Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères. Nous partons du constat de l'intensification et de l'agressivité russe en Ukraine, mais également de son agressivité par rapport aux Européens. La Russie veut détruire la sécurité européenne et nous ne pouvons pas laisser faire. Ça, je sais pas où ils ont vu ça, en fait. Ils répètent ça depuis des semaines, là. Il faut faire plus pour l'Ukraine, ajoute-t-il. Plus de munitions, plus d'équipements, plus de défense. Et il faut probablement faire différemment en envisageant de nouvelles missions. Rien ne doit être exclu dans ce domaine. Et le Premier ministre Attal, sur RTL le 27 février, dit la même chose. On ne peut rien exclure dans une guerre, dit-il, dont l'envoi de troupes. Alors, quelles sont les motivations réelles de Macron derrière tout ça ? Bien sûr, on l'a dit, j'ai fait une vidéo hier, il y a des motivations internes, faire oublier son fiasco au Salon de l'Agriculture et la crise agricole, la révolte paysanne, ok. Écraser les élections européennes du 9 juin. Il n'y arrivera pas, moi je suis candidat. J'étais au Salon de l'Agriculture hier, je peux vous dire qu'on a eu des vrais débats sur le Frexit, l'Europe avec les agriculteurs, beaucoup sont d'accord, j'ai jamais entendu autant de paysans avoir le mot Frexit à la bouche. Il n'y arrivera pas, mais ça pourrait être une tentation, le faire en tout cas au maximum. Et puis annuler l'élection présidentielle de 2027 pour faire ce fameux troisième mandat qui lui est interdit normalement par la Constitution. Ça, c'est des motivations internes qu'on entend tous, qu'on comprend tous. C'est très cynique, c'est très macroniste. Mais n'est-il pas aussi poisson pilote de l'OTAN par cette déclaration? Un test. Et il aurait endossé ce rôle. Alors il est humilié, bien sûr, sur le moment, parce qu'ils ont tous été obligés de le contredire, quasiment. Mais de toute façon, ça flatte son ego d'y aller en premier. Que ce soit ensuite derrière une humiliation ou pas, il est dans la lumière, et c'est ce qu'il adore. Et ça, ils savent que Macron est comme ça. Qu'il a des traits de caractère et de tempérament complètement narcissiques, psychopathiques. À faire, je l'ai dit, et c'est dans la pétition qui est en lien sous la vidéo en description pour la paix et bloquer Macron sur la guerre. Je vous remercie de la signer, de la relayer massivement. Article 35 de la Constitution, il faut un vote sur la déclaration de guerre. Article 68 pour le destituer. L'idée a été beaucoup émise ces dernières heures, elle doit évidemment avancer. Et puis on a annoncé, Macron a annoncé ce 27 février que finalement il y aurait un vote au Parlement sur l'accord de sécurité entre l'Ukraine et la France qui a été signé le 16 février. Vous savez, entre Macron et Zelensky à l'Elysée, ils étaient hilars, qui prévoit 3 milliards d'argent français, rien que cette année pour l'Ukraine par exemple, et un accord sur 10 ans. Ils ne voulaient pas au départ de vote au Parlement. Le sénateur Roupert a fait un recours. Au nom des Patriotes, je m'y suis joint. Quelques autres l'ont fait aussi. Cette pression, manifestement, a déjà marché, puisque finalement Macron, par surprise, annonce un débat et un vote au Parlement, mais au titre de l'article 50-1 de la Constitution. Alors, il y a une entourloupe quand même là. Parce que nous, on a fait un recours pour qu'il applique l'article 53 de la Constitution, qui dit qu'il doit soumettre au vote les accords qui engagent financièrement la France, les accords internationaux. L'article 50-1 met au vote, non pas l'accord en lui-même, mais une déclaration du gouvernement.
Et donc, il n'y aura pas de vote sur l'accord en lui-même, mais sur une déclaration au sujet de l'accord de la part du gouvernement. Donc ça sent quand même l'entourloupe. C'est mieux que ce qu'il y avait avant, parce que la pression a fonctionné comme quoi il faut toujours agir, il ne faut jamais se laisser faire. Très bien. Et au moins, les oppositions, entre guillemets, seront démasquées, vont devoir se démasquer en votant. Très bien. Mais il n'y aura pas de vote sur l'accord, mais juste sur une déclaration du gouvernement, parce que c'est ça l'article 50-1 de la Constitution. Donc nous, on maintient notre recours. Voilà, on a décidé hier, on maintient le recours. On veut l'article 53, l'application de l'article 53, on ne lâchera pas. Donc on maintient le recours devant le Conseil d'État. Voilà, je vous attends en manifestation, grosse manif, gros rassemblement au Champ de Mars ce samedi, là, 2 mars à 15h, place Jacques Rueff, drapeau français, pour la paix. Pour la paix, il y aura des personnalités de paix qui seront là. J'en appelle d'ailleurs à toutes les forces de paix. Tout le monde doit être là. Soyez là. Venez très, très, très nombreux, c'est ouvert à tous, adhérents comme non-adhérents, bien sûr. On prend nos responsabilités aux patriotes. On prend nos responsabilités. On casse le cycle de guerre. On informe les gens. On crée des réseaux par ces rencontres physiques. Utiles, efficaces derrière. Soyez là. Merci également de vous inscrire si vous voulez venir à ma réunion publique le mercredi 6 mars dans le Jura à Lons-le-Saunier à 19h. Il y a un petit lien sous la vidéo en description. Ceux qui se sont inscrits pour Agen ce 29 février, vous êtes les bienvenus, vous venez. Vous allez normalement recevoir un mail, vous vérifiez vos spams aujourd'hui, mais même si vous ne l'avez pas reçu, vous êtes de toute façon inscrit. Et même si vous n'êtes pas inscrit, vous avez le droit de venir. Allez voir par le lien, l'adresse et tout. C'est ouvert à tous, adhérents comme non-adhérents, comme dans le Jura. Mais c'est mieux de s'inscrire pour nous aider à préparer. Par ailleurs, merci de vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous attends, patriotes. Voilà, j'ai besoin de vous. Vous pouvez adhérer, réadhérer, faire un don de soutien dès maintenant. Et j'en ai besoin. Et nous en avons besoin pour nous battre pour la paix, pour nos libertés, pour la souveraineté, pour sortir de l'Union européenne et de l'OTAN. Pour nous remettre debout dans un mouvement qui s'appelle les Patriotes, qui est complètement anti-oligarchique à 150%. Qui n'a pas les millions, les milliards, les banques, les médias du système, ni les copains, ni les réseaux. On fait parfois dans l'adversité, mais on lâchera rien. Mais j'ai besoin de vous, dès maintenant. Parce que l'oligarchie et ses faucons et ses dingues attaquent dès maintenant, pas demain. Pensons à nous, pensons à nos enfants, pensons à nos petits-enfants. Pensons à notre pays et notre humanité. Adhérer, réadhérer, vous pouvez le faire dès maintenant, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé, une petite fiche maintenant sur l'écran. Dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Faire un don de soutien au mouvement, c'est facile, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Ça permet de faire plus d'actions aussi, les dons. Manif comme on va faire là, opération coup de poing, élection européenne qui coûte très cher, mais aussi des tracts, des affiches pour informer, diffuser. Tout ça, c'est défiscalisé de vos impôts aux 2/3. Vous mettez 60 €, vous enlevez 40 € de vos impôts après tout ça. Vous mettez 6 000 €, vous enlevez 4 000 €. Vous mettez 6 €, vous enlevez 4 €. Bravo aux donateurs, aux adhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes et vive la France. Il prend le risque de rentrer en guerre avec la Russie. Comment un homme président de la République peut-il à ce point prononcer des phrases aussi dangereuses et irresponsables ? Bienvenue à tous. Je n'aurais jamais imaginé un jour prononcer ces mots dans une vidéo, car je n'aurais jamais imaginé que la France puisse avoir un président de la République aussi irresponsable et dangereux qu'Emmanuel Macron. Ces déclarations, à la suite de la conférence internationale à Paris, regroupant 21 chefs de gouvernement ou d'État, sont absolument délirantes. Elles mériteraient à elles seules la destitution. Qu'a-t-il dit ? D'abord, un immense mensonge, une manipulation terrible, qui ressemble beaucoup à la manipulation sur les armes de destruction massive en Irak ou à la manipulation sur le virus du Covid. Emmanuel Macron a osé dire que la Russie allait attaquer, dans les années à venir, les pays de l'Union européenne. J'ai pu noter qu'à peu près tous les pays représentés autour de cette table ont pu dire à travers la voix de leurs dirigeants que d'ici à quelques années, il fallait s'apprêter à ce que la Russie attaque les 10 pays. Et le constat collectif est que, au fond, notre sécurité à tous est aujourd'hui en jeu. C'est totalement d'abord contradictoire à ce qu'il dit en permanence sur l'efficacité des sanctions occidentales qui affaibliraient la Russie. Il y a 2 ans, la Russie nous expliquait mener une opération spéciale qui allait se conclure en quelques semaines.
Elle en est réduite à vider ses prisons pour remplacer les pertes colossales qu'elle subit sur le front. Comment un pays déjà affaibli pourrait-il nous attaquer? C'est totalement incohérent avec l'état des rapports de force sur le théâtre ukrainien, puisque la Russie, péniblement, malgré une grande offensive, ne contrôle qu'un quart du territoire et n'a pas pu aller plus loin. C'est totalement incohérent par rapport, bien sûr, à l'OTAN, qui a un accord de défense, et si la Russie attaquait 1 centimètre de la Pologne ou des États baltes, les États-Unis d'Amérique feraient marcher leurs armes nucléaires. Et ce serait la Troisième Guerre mondiale et la fin de la Russie. Donc il est évident, quand on connaît l'histoire de la Russie, quand on connaît ce pays, quand on connaît la géographie, qu'il n'y a absolument aucun risque ni aucun danger que la Russie puisse attaquer l'OTAN. La doctrine militaire russe, elle est purement défensive. Mais j'espère que nos gouvernants sont au courant ou à jour sur la doctrine militaire russe actuelle. La doctrine militaire russe actuelle dit que, compte tenu de la supériorité en masse d'hommes, de démographie, etc., des pays de l'OTAN, si le territoire, si la nation et l'État russe sont menacés, nous nous autorisons à des premières frappes nucléaires tactiques. Voilà. Donc en fait, quand on est confronté à une doctrine qui est en fait d'une telle clarté et qui est tellement évidemment défensive, je veux dire toutes ces visions d'une Russie qui veut envahir l'Europe, mais je veux dire on se demande si on est gouverné par des gens qui sont sérieux, qui savent lire, qui travaillent, qui regardent des données. Je veux dire, qui compulsent un peu les statistiques démographiques mondiales, qui regardent l'évolution de la population russe. Je veux dire, pour dire que la Russie va envahir le monde, il faut être, je sais pas, dérangé. On va vous répondre, oui, mais vous n'aviez pas prévu l'attaque de l'Ukraine. Sauf que l'Ukraine, ce n'est pas l'OTAN. C'est complètement différent. Et sur l'Ukraine, Poutine avait toujours dit que si les Américains installaient des bases, des armes, la Russie ne resterait pas inerte. Et on apprend d'ailleurs tout récemment par le New York Times qu'il y a 12 bases américaines en Ukraine. Et donc on ne peut pas du tout assimiler l'Ukraine au reste de l'OTAN. À partir de ce mensonge initial d'Emmanuel Macron, on peut dérouler son argumentation. Il fait peur aux Français pour les préparer à un engagement de nos troupes sur le sol ukrainien. Il le dit, je n'exclus pas d'envoyer des soldats français combattre en Ukraine. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Il dit même pire, je n'exclus plus de livrer des missiles longue portée, c'est-à-dire pouvant atteindre la Russie, à l'Ukraine. Ce que refuse l'Allemagne par un vote du Bundestag. Ce faisant, il prend le risque de rentrer en belligérance. Il entre même, carrément, en guerre avec la Russie. Comment un homme président de la République, connaissant la situation, peut-il à ce point prononcer des phrases aussi dangereuses et irresponsables? Il y a bien sûr 3 dangers à ces phrases irresponsables. Le premier danger, c'est que qui peut croire que notre armée soit dimensionnée pour une guerre conventionnelle en Ukraine? Ça ne durerait pas 3 jours. Deuxième danger, c'est l'escalade nucléaire. La France est une puissance nucléaire, la Russie est une puissance nucléaire. Imaginez l'escalade possible. Imaginez un incident avec des mirages ou des rafales au-dessus de la mer Noire en zone internationale qui seraient abattus par la Russie ou l'inverse, avec le danger qu'une ville française soit vitrifiée dans l'instant. C'est une pure folie. Enfin, danger géopolitique majeur parce que cela voudrait dire définitivement pousser dans les bras de la Chine, de l'Iran, de l'Inde, la Russie, et ruiner pour un siècle l'Europe occidentale, et donc la France.
Voilà pourquoi il faut se mobiliser pour expliquer aux Français cette immense manipulation. Car vous remarquerez qu'Emmanuel Macron procède à chaque fois de la même façon. Il l'a fait pour le Covid, il l'a fait, ses maîtres américains l'ont fait pour l'Irak. Il prépare les esprits par une campagne de peur, de panique, de communication, pour endormir les gens. Il part d'un mensonge pour induire une réaction et faire passer ceux qui refusent cette réaction pour des pacifistes, des collaborateurs, des dangereux pacifistes qui n'auraient pas de courage. Mais le vrai courage aujourd'hui, c'est d'empêcher cette guerre et cette escalade. Le vrai courage, comme je l'ai fait avec Alain Houpert, c'est de demander d'abord un vote au Parlement sur l'article de coopération militaire qui a été signé avec l'Ukraine, article 53 de la Constitution. Le vrai courage maintenant qu'on a un Emmanuel Macron qui veut nous faire entrer en guerre, ou qui nous prépare à entrer en guerre avec la Russie, c'est de demander bien sûr l'application de l'article 35 de la Constitution. C'est ça le vrai courage. Alors vous allez me dire, pourquoi Emmanuel Macron fait ça? Je y vois deux raisons. La première, c'est la panique de l'administration américaine Biden, qui, avant l'élection américaine, veut engager l'Europe dans un conflit irrattrapable pour empêcher Donald Trump d'être élu. Donald Trump, on peut être d'accord ou pas avec lui, qui a eu des paroles d'une grande sagesse sur l'Ukraine. Espérons que ça dure. Vous le voyez, Emmanuel Macron ne suit pas les Américains. Il suit le président Biden. Et je veille toujours à ne jamais confondre l'administration Biden, qui a des intérêts malsains en Ukraine, des États-Unis d'Amérique qui, je l'espère, changeront de position. En tout cas, le président Trump a eu une position sage sur l'Ukraine. Le deuxième point est de politique intérieure. Emmanuel Macron a vu au Salon de l'Agriculture combien le peuple français le détestait, qu'il n'avait plus aucune crédibilité politique. Et donc il a voulu, par cette déclaration, faire oublier le fiasco de son quinquennat et remettre sur le devant de la scène une question existentielle. Je demande aux forces politiques du pays de sortir de l'ambiguïté. Je me réjouis que les premières déclarations aient été nettes, que ce soit celles du Rassemblement national ou de la France insoumise, et même d'Éric Ciotti. Pour autant, j'ai trouvé que sur cette question de l'Ukraine, en tout cas, je suis le seul parlementaire qui n'a jamais changé d'avis. Et je veux m'expliquer. Il y a une autre voie que la guerre. Il ne suffit pas d'être contre la guerre et pour la paix. Il faut expliquer comment nous pourrions ramener la paix. D'abord, cela veut dire, en premier lieu, rétablir l'indépendance de la France. Car n'oubliez pas qu'il y a sur le continent européen des va-t-en-guerre terribles, et notamment les Polonais. Les déclarations du président polonais sont délirantes. Ce sont des incendiaires. Ils veulent entraîner l'Europe dans une troisième guerre mondiale. Ce sont des irresponsables. Et ils trouvent un écho en Emmanuel Macron. Comme si on pouvait rayer de la carte la Russie. Et pourquoi pas la Chine demain, l'Inde, l'Iran et les autres? Mais ces gens sont devenus fous. La Russie demande à vivre en sécurité. La Russie a toujours demandé que l'Ukraine, ancienne République soviétique, reste une zone démilitarisée et neutre, qu'elle ne rentre pas dans l'OTAN ni dans l'Union européenne. Jacques Chirac, quand il était président, avait proposé que la Russie soit une zone démilitarisée, neutre, servant de tampon entre l'OTAN d'un côté, la Russie de l'autre. C'était la seule solution pour rassurer les Russes sans enlever rien aux Européens. Déjà, l'OTAN a avancé vers la Russie au gré des adhésions successives et au mépris des engagements initiaux. Nous pouvions avoir la paix durable avec la Russie. Et nous pouvons encore l'avoir. D'ailleurs, l'avenir du continent européen est dans une alliance économique entre la France,
l'Italie, l'Allemagne et la Russie, bien évidemment. D'un côté les technologies, de l'autre les ressources naturelles. Et les Américains néoconservateurs, qui ne réfléchissent pas à long terme, ont toujours voulu détruire cette alliance, évidemment d'abord par le sabotage du fameux gazoduc, qui amenait des ressources de gaz 4 fois moins chères à l'Europe. Donc, vous le voyez, si l'on veut résoudre cette crise, premier préalable, la France doit redevenir indépendante, défendre ses intérêts, mais aussi ceux d'une Europe en paix, et s'extraire de la pression des va-t-en-guerre irresponsables comme les Polonais ou certains Américains de l'administration Biden qui veulent cacher leurs méfaits en Ukraine. Deuxième point, il s'agit d'avoir un plan de paix équilibré. Alors je le sais, dès qu'on refuse la guerre et qu'on a le courage de la paix, on vous accuse d'être à la solde de Poutine. Je ne dois rien à aucun des dirigeants du monde. Ni à Poutine, ni aux autres. J'ai toujours dans ma vie politique été indépendant et libre. Et c'est pourquoi je peux me permettre de proposer un plan de paix impartial. Ce plan de paix, je l'ai proposé le 7 mars 2022. Et s'il avait été suivi, nous aurions économisé des dizaines et des centaines de milliers de morts. Ce plan de paix vise à quoi? Un cessez-le-feu en échange de l'arrêt des livraisons d'armes occidentales. L'autonomie du Donbass par un référendum d'autodétermination et un statut d'autonomie. Un accord international équilibrant le retrait des troupes russes d'Ukraine et la démilitarisation de l'Ukraine pour en faire une zone neutre. Alors, nous aurons un chemin de paix. Et puis, bien sûr, un accord général sur les armes nucléaires en Europe, comme cela avait été signé à une époque entre la Russie et les États-Unis. Ce projet, il tient la route. Vraiment. La preuve en est, je terminerai par là, c'est qu'il a été signé, quasiment, à Istanbul, à la fin du mois de mars 2022. Les Ukrainiens et les Russes, qui sont des peuples frères, il faut bien le comprendre. L'Ukraine a été russe pendant plusieurs siècles. Kiev est le berceau de la Russie. La partie est de l'Ukraine a toujours été russe depuis des siècles. La partie ouest appartenait à l'Empire austro-hongrois. Et vous êtes à la ligne de fracture entre le monde orthodoxe et le monde chrétien. Et vous voyez bien que la plupart des personnes, le nouveau général, chef d'état-major de M. Zelensky, parle russe, est un russe. Et donc, c'est une guerre fratricide, une guerre civile quasiment. Voilà pourquoi ce sont les pires et qu'il faut veiller à démêler les fils plutôt qu'à jeter de l'huile sur le feu. Les Ukrainiens et les Russes étaient parvenus à un accord à Istanbul, fin mars 2022. Qui s'y est opposé? Les va-t-en-guerre occidentaux, américains et britanniques, qui avaient des intérêts et qui n'ont qu'un objectif avec les Polonais. Avancer aux limites de la Russie pour à terme démanteler la Russie. Et on comprend dans ces conditions la réaction aussi de Vladimir Poutine. Il ne s'agit pas de prendre parti pour Poutine. Il s'agit d'avoir une vision claire de la sécurité en Europe qui passe par une zone neutre en Ukraine, le retrait des troupes russes et des accords de coopération. Car, je terminerai là-dessus, si nous voulons que l'Europe compte au XXIe siècle, puisse affronter les problèmes migratoires du Sud, puisse résoudre les problèmes du Moyen-Orient, puisse exister face à la volonté de domination de la Chine d'un côté et des États-Unis de l'autre, il faudra bien se réconcilier avec la Russie, comme nous nous sommes réconciliés avec l'Allemagne. Réfléchissons, il a fallu combien de siècles et combien de dizaines de millions de morts pour arriver à cette réconciliation avec l'Allemagne. Et nous allons aujourd'hui, à cause d'irresponsables comme Emmanuel Macron, de personnalités schizophrènes, dangereuses, immatures, reproduire ce qu'on a vécu au XXe siècle? Car le danger est là. Emmanuel Macron joue avec le peuple français, sa sécurité et sa vie. Voilà pourquoi,
C'est extrêmement grave. Et voilà pourquoi je demande un débat urgent au Parlement pour que chaque force politique dise exactement ce qu'il veut, ce qu'il est prêt à signer, ce qu'il est prêt à voter et quelles sont ses solutions pour résoudre ce conflit au cœur de l'Europe qui peut nous faire basculer vers la mort.